Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du tutorat des externes qui concernera les éruptions fébriles de l'enfant, c'est-à-dire l'item 164 tiré du référentiel de pédiatrie R2C 2021. Nous évoquerons tout d'abord les éléments de l'orientation diagnostique que l'on peut tenir face à une éruption fébrile et ensuite nous détaillerons quelques causes qui sont spécifiques de l'enfant. Tout d'abord, il faut savoir que les causes infectieuses, en particulier virales, sont les plus fréquentes lorsque l'on rencontre une éruption fébrile, mais que ces dernières peuvent aussi se voir lors de maladies inflammatoires et de toxidermie. Lorsque l'on se retrouve face à une éruption fébrile, il faut savoir évoquer 5 urgences diagnostiques et thérapeutiques, qui sont le purpura fulminans, qui est à évoquer face à des lésions purpuriques de plus de 3 mm de diamètre et rapidement expansives, avec des troubles hémodynamiques. Ensuite, il faut aussi savoir évoquer un syndrome toxinique qui se rencontrera lors d'un érythème fébrile avec aussi des troubles hémodynamiques et des défaillances multiviscérales, en particulier lorsqu'il y en a plus de 3. On parlera alors dans ce cas du toxic shock syndrome. La troisième urgence diagnostique auquel il faut penser est la maladie de Kawasaki, dont on reverra les critères majeurs plus tard, mais qu'il faut évoquer devant une fièvre supérieure à 5 jours et résistante au traitement antipyrétique. Devant des lésions ulcérées des muqueuses et ou des décollements épidermiques extensifs, il faudra savoir évoquer le syndrome de Stevens-Johnson, le syndrome de l'aïeul et l'épidermolyse bulleuse staphylococcique, aussi nommée Scalkel Skin Syndrome. Et pour finir, la dernière urgence thérapeutique et diagnostique est le DRESS syndrome, qui est à évoquer devant une altération de l'état général avec des adénopathies, une atteinte multiviscérale et des anomalies hématologiques, en particulier l'hyperéosinophilie et l'hyperlymphocytose, le tout dans un contexte de prise médicamenteuse prolongée. Une fois ces 5 urgences éliminées, l'analyse sémiologique des lésions permet de définir si les éruptions sont spécifiques, que nous allons détailler juste après, ou non spécifiques, tels que certains exanthèmes viraux, certaines toxidermies ou maladies systémiques non identifiées. Maintenant, nous allons parler des causes spécifiques des éruptions fébriles chez l'enfant. Tout d'abord, la rougeole, qui est due à un virus dénommé morbillivirus, dont la transmission est directe par voie aérienne et qui est extrêmement contagieux avec un R0 supérieur à 12, et dont les périodes de contagiosité s'étendent entre le 5e jour avant l'éruption et le 5e jour après le début de l'éruption. Il existe un vaccin pour la rougeole combiné avec la rubéole et les oreillons, le fameux ROR, qui est une vaccination obligatoire pour tous les nourrissons, dont la première dose se fait à 12 mois et la deuxième dose à 16-18 mois. Pour ce qui est de la clinique de la rougeole, il y a 2 phases. La première phase qui est la phase d'invasion avec une fièvre élevée, une catarrhe oculo-respiratoire à type de conjonctivite, rhinorrhée, toux et larmoiement. Cet élément étant important et permettant de différencier la rougeole avec une autre maladie éruptive qui est la rubéole. On peut parfois retrouver lors de la phase d'invasion un signe de Koplik, qui est un signe pathognomonique de la rougeole, se manifestant par un énanthème, c'est-à-dire une éruption à l'intérieur des muqueuses, à type de tache punctiforme blanc bleuté à l'intérieur de la muqueuse jugale qui est inflammatoire. À la suite de cette phase d'invasion, il y a la phase éruptive qui a lieu environ 2 semaines après le comptage, qui se traduit par un exanthème maculo-papuleux non prurigineux qui évolue en une seule poussée, à la différence de la varicelle, en débutant derrière les oreilles et s'étendant par la suite jusqu'au bas du corps. Les complications d'une rougeole sont premièrement infectieuses, à type de bronchite ou de pneumopathie par diffusion du virus, ou des surinfections pulmonaires ou des otites moyennes purulentes. Deuxièmement, elles peuvent être neurologiques, soit précoces, dans le cadre d'une encéphalite aiguë morbilleuse, tout juste après l'éruption, soit beaucoup plus tardive, 5 à 10 ans après la rougeole, lors d'une panencéphalite sclérosante subaiguë de Van Bogaert. Contrairement à la plupart des éruptions fébriles de l'enfant, la rougeole nécessite une confirmation biologique qui doit être systématique. Elle se fera soit par une PCR dans la salive ou le sang, de préférence entre le début de l'éruption et le 5e jour, ou par une sérologie en dosant les IgM si cette date est dépassée, et jusqu'au 28e jour à peu près. L'hospitalisation n'est pas systématique en cas de rougeole, seulement
lorsqu'il y a des signes de gravité. Le traitement sera uniquement symptomatique avec du paracétamol à visée antipyrétique ou de l'augmentin en cas de surinfection bactérienne. La rougeole est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS et nécessite une éviction de la collectivité d'au moins 5 jours après le début de l'éruption du fait de la forte contagiosité de la rougeole. Pour ce qui est des personnes contacts retrouvées lors de l'enquête de l'ARS, certains cas nécessitent la mise en place de traitements préventifs. Lorsqu'il s'agit d'un nourrisson de moins de 6 mois, dont la mère n'est pas immunisée, il faudra effectuer une cure d'immunoglobuline, ce qui n'est pas le cas si la mère est immunisée, puisque les anticorps de la maman protégeront le bébé pendant 6 mois. Si le nourrisson est âgé de 6 à 11 mois, il faudra faire une dose de vaccin ROR dans les 72 heures après le comptage, puis reprendre le calendrier vaccinal habituel. Si le délai de 72 heures est passé, il faudra faire une cure d'immunoglobuline. Pour les enfants de plus de 1 an, non vaccinés, il faudra faire 2 doses de ROR à 1 mois d'intervalle. Pour ceux vaccinés avec une seule dose, il faut faire le rattrapage de la seconde dose. Et pour ceux déjà vaccinés, aucune mesure n'est nécessaire. Pour ce qui est des terrains particuliers, c'est-à-dire les immunodéprimés et les femmes enceintes non vaccinées sans antécédent de rougeole, donc n'ayant pas d'anticorps, il faudra faire des cures d'immunoglobuline intraveineuse. Maintenant, nous allons aborder le sujet de la rubéole. Il s'agit d'une maladie due à un virus ARN, le rubivirus, qui est le plus souvent bénigne chez le jeune enfant, mais qui peut s'avérer dangereuse lorsqu'elle arrive au cours de la grossesse chez une femme non immunisée avant 18 semaines d'aménorrhée, en raison d'un risque d'embryofétopathie sévère ou de rubéole congénitale, dont le principal risque est les troubles du rythme chez le nouveau-né. Cette maladie est à transmission aérienne ou transplacentaire, d'où le risque de rubéole congénitale. La contagiosité se fait entre 1 semaine avant et jusqu'à 2 semaines après le début de l'éruption. Il existe un vaccin, le même que celui de la rougeole et des oreillons. Il existe là encore 2 phases, tout comme la rougeole. Une phase d'invasion avec une fièvre mais un état général conservé, ce qui n'est pas le cas lors de la rougeole. Il n'y a pas de catarrhe non plus. Et d'autres signes tels que des céphalées ou des courbatures ou des pharyngites peuvent être visibles. Ensuite, il y a une phase éruptive qui est là 15 à 20 jours après le comptage. Il y a un exanthème maculo-papuleux dont la distribution est à peu près équivalente à celle de la rougeole, c'est-à-dire qui atteint d'abord la face en s'étendant ensuite au thorax et au bas du corps. Les macules et les maculopapules sont par contre souvent plus pâles et de taille plus petite que celle de la rougeole. La poussée est souvent qualifiée de fugace au vu de son caractère unique et de disparition rapide. On peut retrouver aussi une splénomégalie et des adénopathies occipitales. Les complications de la rubéole sont hématologiques avec un purpura thrombopénique post-éruptif, articulaire ou neurologique mais extrêmement rare. Le diagnostic de rubéole est clinique mais peut s'avérer difficile. On peut par ailleurs s'aider d'IgM spécifique sérique pour confirmer ce diagnostic en phase aiguë, notamment chez les formes atypiques ou compliquées ou surtout en cas de contact avec une femme enceinte non immunisée. La rubéole ne nécessite pas d'éviction de collectivité, même s'il est fortement recommandé qu'un enfant atteint de rubéole évite tout contact avec une femme enceinte séronégative. Il est à noter qu'une femme enceinte non vaccinée et séronégative devra être vaccinée en postpartum et surtout pas pendant la grossesse, étant donné que le vaccin ROR est un vaccin vivant atténué. Il s'agit par ailleurs, comme la rougeole, d'une maladie à déclaration obligatoire. Maintenant, nous allons aborder le sujet du mégalérythème épidémique ou 5e maladie. Il s'agit d'une maladie causée par le parvovirus B19, qui survient souvent par épidémie familiale ou scolaire entre 5 et 14 ans. La transmission est directe par voie respiratoire, mais la contagiosité n'est possible que durant la phase d'invasion. Il y a là encore 2 phases, la phase d'invasion avec une fièvre modérée mais un état général conservé et potentiellement des céphalées et des myalgies, puis la phase éruptive avec des maculopapules puis des papules qui sont légèrement édémateuses, donnant un aspect en guirlande. Cette éruption débute aux joues, donnant un aspect souffleté qui est très évocateur du mégalérythème épidermique, avec ensuite une extension au tronc et aux membres, avec un exanthème avec un aspect réticulé en carte de géographie qui est là aussi évocateur du mégalérythème. Il s'agit ici de la forme la plus courante. On peut aussi voir, dans certains cas, un érythème polymorphe ou un syndrome éruptif en gants et chaussettes. Il peut rarement y avoir des arthralgies ou des arthrites. Souvent, cette maladie est bénigne,
Mais dans certains cas, des complications peuvent survenir, en particulier chez les enfants atteints d'hémolyse chronique, c'est-à-dire drépanocytose, sphérocytose héréditaire, thalassémie, où l'on peut retrouver une anémie aiguë érythroblastopénique, puisque le parvovirus possède la capacité de bloquer la prolifération dans la moelle de la lignée érythrocytaire. Pour ce qui est de la femme enceinte, qui est le deuxième terrain particulier pouvant être à l'origine de complications, on peut voir une anasarque fœtoplacentaire, voire un avortement précoce lorsque l'infection se produit au premier trimestre de la grossesse. Le diagnostic de la 5e maladie est avant tout clinique, mais lorsqu'il y a des terrains particuliers, c'est-à-dire les enfants atteints d'anémie hémolytique chronique ou les femmes enceintes, on peut effectuer une PCR sanguine ou sérologie. La prise en charge est ambulatoire avec un traitement symptomatique et éventuellement des transfusions sanguines en cas d'anémie aiguë mal tolérée. Il n'y a pas de vaccin, ni d'éviction de la collectivité, ni de déclaration obligatoire pour le mégalérythème épidémique. Ensuite, nous allons évoquer l'exanthème subi de l'enfant ou 6e maladie, ou encore roséole infantile. Il s'agit d'une infection quasi ubiquitaire puisque jusqu'à 90% des adultes ont des anticorps contre l'HHV6 qui est le principal virus de cette maladie qui peut rarement être dû à l'HHV7. La transmission est directe par voie respiratoire puisque le contaminant excrète le virus dans sa salive. Pour ce qui est de la clinique de l'exanthème subi, la séquence temporelle de l'éruption est très importante et indicatrice de cette maladie. En effet, lors de la phase d'invasion, une fièvre isolée très brutale et assez forte, c'est-à-dire jusqu'à 40 degrés, mais surtout bien tolérée, est présente. Et puis, il y a une chute brutale de cette fièvre juste avant l'apparition de l'éruption cutanée. Cet exanthème, par ailleurs, est un type de maculopapule pâle, assez ressemblante à celle de la rubéole, qui est fugace et sur le visage et le tronc. La différence entre la rubéole et l'exanthème subi étant la séquence temporelle d'apparition de l'éruption après la fin de la fièvre. Les complications de l'exanthème subi sont surtout les crises fébriles simples et très rarement une méningite ou une méningo-encéphalite. Le diagnostic est avant tout clinique et l'on peut rarement faire appel à une PCR HHV6 dans le sang en cas de forme atypique ou compliqué. La prise en charge est encore une fois ambulatoire avec un traitement symptomatique. Il n'y a pas d'éviction de la collectivité obligatoire, même si cette dernière est plutôt souhaitable au vu de la contagiosité du virus. Il n'existe pas encore de vaccin. Maintenant, nous allons aborder la mononucléose infectieuse. Cette dernière est due à la primo-infection symptomatique par le virus d'Epstein-Barr ou EBV. Elle est ubiquitaire puisque 80% des adultes ont des anticorps dirigés contre ce virus. La transmission est interhumaine par voie salivaire. On renomme d'ailleurs cette maladie la maladie du baiser. On rencontre la plupart du temps à l'adolescence, mais on peut l'observer à tout âge, en particulier chez le nourrisson où elle se manifeste souvent par une fièvre prolongée. Pour ce qui est de la clinique, il s'agit d'une maladie pléiotrophe dont l'éruption fébrile n'est qu'une des composantes, qui n'est d'ailleurs rarement dominée par cette éruption. On peut retrouver une fièvre d'intensité variable, une asthénie profonde, une angine inaugurale qui peut être érythémato-pultacée ou pseudo-membraneuse, plus ou moins accompagnée d'un purpura du voile du palais ou d'un œdème de Luette. Des adénopathies et une splénomégalie par prolifération lymphocytaire étant donné que la cible privilégiée de l'EBV est le lymphocyte. Pour ce qui est de l'éruption, il s'agit d'un exanthème polymorphe, maculopapuleux ou papulo-vésiculeux, mais qui est très souvent discret. La particularité de cet exanthème est d'être favorisé par la prise d'ampicilline ou d'amoxicilline. Cette caractéristique est très en faveur de la mononucléose infectieuse. D'autres anomalies peuvent être retrouvées telles que une hépatite cytolytique, des anémies hémolytiques et thrombopénies auto-immunes dues à la prolifération lymphocytaire anarchique ou encore des méningites lymphocytaires toujours dues aux répercussions sur les lymphocytes de l'EBV ou encore des polyradiculonévrites aiguës ou des obstructions aiguës des voies aériennes par hypertrophie amygdalienne. Au vu de la symptomatologie relativement peu spécifique de la mononucléose infectieuse, il est souvent nécessaire d'avoir recours à la sérologie pour poser le diagnostic avec les IgM anti-VCA qui marquent une primo-infection et les IgG anti-EBNA qui marquent une infection ancienne. Aussi faire une NFS qui marquera le syndrome mononucléosique, un bilan hépatique pour voir la cytolyse et une CRP. Le traitement est symptomatique et il n'y a pas d'éviction de la collectivité, ni de déclaration obligatoire, ni de vaccin
pour cette pathologie. Maintenant, nous allons parler de la scarlatine. Il s'agit d'une éruption due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, ou SGA, qui sécrète une toxine érythrogène. Il s'agit par ailleurs du même agent infectieux que les angines bactériennes. La transmission est par voie aérienne, avec une incubation courte. Il y a 2 phases à la clinique de la scarlatine. Tout d'abord, la phase d'invasion, on a une fièvre élevée à 39,40 avec des frissons, une angine érythémateuse avec une forte dysphagie, des douleurs abdominales avec des vomissements et des adénopathies sous-angulo-maxillaires. La symptomatologie digestive est fortement évocatrice de la scarlatine. Ensuite, il y a la phase éruptive qui présente un énanthème et un exanthème. L'énanthème se manifeste par des amygdales tuméfiées et inflammatoires, une glossite avec d'abord une langue saburale, c'est-à-dire avec un enduit blanc, puis une dépapillation avec un aspect de V lingual qui laissera un aspect rugueux de la langue et rouge, dit framboisé, qui est assez spécifique de la scarlatine. D'un autre côté, il y a un exanthème qui se caractérise par de vastes nappes rouges vifs, sans intervalle de peau saine, et qui donne une sensation de granité au toucher. Cet aspect granité est fortement évocateur de la scarlatine. Ces placards prédominent au pli de flexion, puis s'étendent en 24 heures à la partie inférieure de l'abdomen et aux extrémités, ainsi qu'au visage. Mais respectent la paume et les plantes, ainsi que la région péribuccale. Il y a une régression à J6 avec des desquamations en doigts de gants des extrémités. Le diagnostic de scarlatine est avant tout clinique, même si on peut s'aider du TDR strepto-A pour faire le diagnostic. Le traitement de la scarlatine repose sur l'amoxicilline 50 mg kg par jour en 2 prises pendant 6 jours, PEROS. La prise en charge est ambulatoire, sauf en cas de syndrome toxinique streptococcique sévère, où il faut absolument une prise en charge en réanimation. Il est nécessaire d'une éviction de collectivité pendant 48 heures après le début du traitement antibiotique, mais il n'y a pas de déclaration obligatoire. Une antibioprophylaxie de l'entourage peut se discuter en cas de facteur de risque d'infection invasive. Maintenant, nous allons évoquer la maladie de Kawasaki. Cette dernière est une vascularité systémique qui touche en majeure partie les enfants âgés de moins 5 ans et est plus prépondérante dans les populations asiatiques. Pour faire le diagnostic de maladie de Kawasaki, il faut impérativement une fièvre, généralement élevée, non réduite par les traitements antipyrétiques ni les antibiotiques, qui durent depuis plus de 5 jours. Ensuite, il faut au moins 4 parmi les 5 critères majeurs suivants. Une conjonctivite bilatérale, une atteinte bucco-pharyngée à type de chéléite, stomatite ou pharyngite, une éruption cutanée d'aspect variable, qui est évocatrice lorsqu'elle est au niveau du siège avec une desquamation précoce des J5, des adénopathies cervicales, et ou une atteinte des extrémités, à type d'érythème des paumes des plantes, ou d'œdème douloureux des dos des mains, ou d'une desquamation. La présentation typique n'est pas toujours présente et il peut s'ajouter de multiples autres atteintes. Le diagnostic est clinique et il faut avant tout faire attention aux complications cardiaques, c'est-à-dire précocement une myocardite ou une péricardite, et secondairement une dilatation des artères coronaires, voire un anévrisme. Il faudra impérativement faire une échographie cardiaque. L'hospitalisation est la règle en phase aiguë, avec une administration d'immunoglobuline IV et d'aspirine, tout d'abord à dose anti-inflammatoire, puis à dose anti-agrégante. Pas d'éviction, collectivité, ni de mesures prophylactiques. Pour finir, nous allons parler de la varicelle. Il s'agit de la primo-infection par le VZV. Cette dernière est la plupart du temps bénigne, sauf à l'âge adulte, après 12 ans, avant l'âge de 1 an, chez les femmes enceintes et les immunodéprimées. On retrouve un exanthème avec des lésions vésiculeuses d'âge différentes, prurigineuses, de J4 à J10, puis une chute des croûtes. Il y a souvent 2 à 3 poussées successives, ce qui est différent de la rougeole. Il y a une fièvre modérée, et les principales complications peuvent être dues à des surinfections bactériennes, en particulier au Staphylococcus aureus ou au Streptococcus pyogenes, qui peuvent être cutanées avec un impétigo, une dermohyperdermite, une fascite nécrosante, ou un syndrome de la peau ébouillantée lors d'une toxidermie, d'autres organes tels que le poumon, les infections ostéo-articulaires, des syndromes toxiniques. D'autres complications peuvent arriver neurologiques avec une cérébellite qui est relativement fréquente, des crises fébriles, une encéphalite, des névrites, des thromboses vasculaires cérébrales. On peut aussi retrouver un syndrome de Rey qui est évocateur en cas de prise d'aspirine, un poumon varicelleux, une pneumopathie à varicelle,
ou d'autres atteintes multiples. Le diagnostic est clinique, même si on peut s'aider d'une PCR ou de sérologie en cas de forme compliquée. Traitement de la varicelle symptomatique avec des antihistaminiques en cas de prurite, du paracétamol péros, mais surtout une contre-indication aux AINS pour éviter le syndrome de Rey. Une antibiothérapie probabiliste pourra être proposée en cas de surinfection bactérienne. Pour les formes compliquées, on pourra proposer un traitement antiviral par acyclovir IV si le sujet est immunodéprimé, qu'on a des formes graves, des formes sévères ou compliquées, des varicelles néonatales ou nouveau-né de mère ayant eu un comptage varicelle entre J-5 et J+2 de l'accouchement. Pour ce qui est des mesures préventives en cas de comptage varicelleux, on pourra proposer une vaccination post-exposition chez l'adolescent ou l'adulte de plus de 12 ans ou chez l'immunocompétent sans antécédent de varicelle. L'administration d'immunoglobuline anti-VZV sera réservée par contre aux femmes enceintes séronégatives, aux immunodéprimés, aux nouveau-nés dont la mère présente une varicelle dans les 5 jours avant et les 5 jours après l'accouchement, ou les prématurés et nouveau-nés de moins de 1 mois dont la mère n'est pas immunisée. Et voilà, nous en avons terminé pour ce long podcast sur les éruptions fébriles de l'enfant par le tutorat des externes. À bientôt pour de nouveaux podcasts.